Bonjour les mordus, 44e épisode, saison 5. Deux invités formidables aujourd'hui, Raymond. Oui, T'es en feu, t'es prêt? toujours. Nous autres, on s'est pas changé depuis le début de la saison, on t'a habillé Non. pareil. Ouais. Ça commence à sentir, Ouais. il est temps que la saison finisse. C'est ça. Hey, de mon côté, on a Jerry Blackburn de Blackburn Athletic. Jerry, parle-nous un petit peu de ton parcours. Qu'est-ce qui fait que tu t'es ramassé dans les gyms et la santé et l'exercice? Merci pour l'invitation. Plaisir. Chaque fois que je dis long story short, c'est toujours un peu plus long, mais C'est bon, ça. moi, j'étais boulimique quand j'étais plus jeune. OK. Ça me faisait vomir. Je me détestais, là, avec 10, 15, 20 fois par jour. Puis, la boulimie, c'est trois parties. Tu peux soit, excuse pour mon anglophonisme, Non, mais c'est correct. tu as le binging qui est vraiment. Tu peux être boulimique sans te faire vomir. OK. C'est la partie overeating intentionnellement. Tu veux Ouais. combler un vide. Il y a vomir, tu peux juste vomir. Moi, c'était les deux. Fait que moi, Tu mangeais beaucoup. chaque jour, exemple, t'allais te dès que faire mes vomir. parents partaient pour travailler, mais je me faisais comme 14 égaux avec, du bar, whatever. Fait que quand ma mère m'a pogné, 1 an et demi après, elle m'a emmené à l'hôpital, j'étais hospitalisé, j'avais perdu le tiers de la masse musculaire de mon cœur. Oh. Puis là, j'imagine pas en tant que... Du cœur. De mon cœur, yeah. Du cœur, OK. Yeah. Wow. J'ai appris que le cœur, c'était un muscle à ce moment-là. puis, Ouais. Et là, t'avais quel âge? 14 ans. 14 ans, OK. Puis là, ma mère, tu sais, a appelé tous les ressources au Québec pour avoir de l'aide. Puis elle m'a mis à l'entraînement. Elle m'a acheté mon premier abonnement au Proform, avec un petit entraîneur. Puis là, on va sauter quand même beaucoup d'années, mais j'ai commencé à m'entraîner à ce moment-là. Quand j'ai grandi, j'ai fait mes études en intervention en délinquance. Je voulais aider le suivant. Ouais. Je travaillais dans un gym, j'ai travaillé au Gold Gym. Après ça, j'ai travaillé dans un gym de cours de groupe. Puis à un moment donné, j'ai travaillé dans un gym que j'ai vraiment aimé travailler là. Puis à ce moment-là, j'étais comme, c'est ça que je veux faire. Fait que là, je me suis investi 100% dans sa business. Mais regarde, pour toi, Jerry, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'était quoi le déclic? On va y revenir parce que c'est intéressant. Vraiment intéressant. On va laisser Justin présenter. De l'autre côté, on a Christian, Allô? fondateur de l'Académie des mordus, Co-fondateur. cofondateur. Parle-moi de ton parcours là-dessus. Ben là, au niveau de l'académie, on est en lancement, donc c'est incroyable. C'est un tout ce bébé qui se flambant passe. neuf. C'est incroyable tout ce qui se passe. Puis, tu sais, l'amour, les gens aussi qui viennent vers nous puis qui nous écrivent, disent Hey, wow, c'est super intéressant. Les gens qui s'inscrivent dans les bootcamps, les gens qui demandent d'informations sur la formation puis qui voient justement, tu sais, d'une façon super positive la venue d'un volet très académique, très sérieux par rapport aux formations. Puis, je pense qu'on va avoir beaucoup de succès avec ça cette année, puis il y a beaucoup d'intérêt. Ça vient de où, tout ça, ta passion pour le volet académique de l'immobilier puis aider les gens, ces choses-là? C'est quoi ton parcours? Moi, j'ai tout le temps été ambivalent par rapport à l'enseignement parce que j'ai fait des études universitaires jusqu'au doctorat. Puis généralement, quand tu fais un doctorat, c'est parce que tu vas enseigner. Là. Ouais. C'était dans quel domaine à ce moment-là? Moi, j'ai fait un doctorat en économie des politiques publiques. OK. Puis j'ai fait une thèse sur les PPP, donc les partenariats publics-privés au Canada, en Grande-Bretagne, puis aux États-Unis. Puis, dans le fond, j'ai revu tous les modèles Quand tu vois d'activisation Northvolt PPP. arriver, là, ça te parle. Ben, tout me parle, moi, dans, tu sais, le CHUM, le CUSUM, les viaducs. Donc, moi, quand j'ai vu ça, ça m'a interpellé beaucoup. Dans le temps, pour faire une parenthèse, je cherchais mon sujet, puis là, j'ai vu Monique Jérôme Forget, qui était la dame de fer aux finances sous Jean Charest. Puis là, très sérieusement, dans des bulletins télévisés, elle nous disait, là, si on fait le CHUM en PPP, là, on va économiser genre 5 milliards. Puis là, je sais comment tu peux, tout simplement en changeant le mode de réalisation du projet, économiser 5 milliards. C'est des chiffres qui sont totalement astronomiques. Le gouvernement n'a jamais rien construit. Il ne va pas plus construire le CHUM. C'est pas Merlot de construire dans 2 modes de réalisation de projet. C'est tout le temps le même qui le fait, non? Oui, donc, je veux dire, qu'est-ce qui se passe là? Donc, j'ai commencé à creuser. C'est là que j'ai découvert des anomalies dans la façon dont on actualisait les projets, puis les indices de vétusté qu'on mettait dans les rapports. Puis là, j'ai découvert tout un écosystème d'intérêt où on avait intérêt à ce que les rapports donnent une certaine lecture pour ensuite emprunter au privé versus la dette souveraine. Ça a ouvert toute une boîte de Pandore, finalement, que j'ai explorée dans ma thèse. Mais tout ça, j'ai fait ça pour enseigner. Puis, mais en même temps, j'avais cette dualité-là où j'aimais beaucoup être dans l'action, j'aime créer des nouvelles choses, j'aime prendre des choses de zéro puis les amener. Un enseignant avec un esprit entrepreneur. Oui. Puis tout le long de mon doctorat, je faisais de la business en même temps. J'étais à temps plein au doctorat, à temps plein en business. Je faisais les deux. Puis ça fait en sorte que
cette passion-là pour l'enseignement, même si je ne l'ai pas réalisée à l'université, là, je la réalise dans la vie, puis à travers l'académie, puis d'autres projets entrepreneuriaux que j'ai eu dans le passé. L'enseignement, dis-moi si j'ai une bonne perception, c'est d'amener quelqu'un du point A au point B. L'entrepreneuriat devrait être ça, tant qu'à moi, d'amener quelqu'un du point A au point B. Absolument, c'est vraiment bien dit. Ouais. Ça revient à ça. Absolument. Ouais. Jerry. C'est vraiment une voix que j'écouterais. Je suis vraiment, radio, Une voix radiophonique. J'ai vraiment la misère à l'école, puis ça va paraître dans nos vocabulaires différents. non. Je t'écoute parler, je suis comme, OK, sign me up to your programme là. Nice. On a un rabais là, pour l'instant. Ah, parfait. Il est vendeur. en Il est plus. vendeur, ça va me coûter cher, ce podcast-là, finalement. Jerry, revenons à ton déclic. Ta mère, à un moment donné, à un jeune âge, elle t'inscrit dans un gym parce qu'elle veut qu'il se passe de quoi dans ta vie. Yes. Puis là, tu expérimentes ça, puis tu en as fait plusieurs. Tu as eu, dans ton parcours, si on veut, là, dans les gyms, différentes étapes. Qu'est-ce qui s'est passé au déclic, là, où tu as dit, hey, c'est ça que je veux faire, là? Va plus profond, là. J'ai réalisé qu'il n'y avait aucun ceiling. Plafond, Il n'y avait pas de plafond. J'ai réalisé que je pouvais aider les jeunes en faisant Mais des... qu'est-ce qui se passait pour que tu réalises ça? J'étais profondément malheureux. OK? Je réalise ça maintenant, parce que quand... En rétrospective. Ouais. Exact. Pendant que j'étais dedans, tu On penses s'en rend pas moins t'es pas compte, tant hein. malheureux, mais tu sais, j'étais beaucoup dans toute la consommation de drogue, alcool, tu sais, tout ce qui est consommation qui vient de la blessure de l'abandon. Que, encore là, j'ai appris à 30 ans, c'était quoi la blessure de l'abandon. Puis éventuellement, j'ai comme vu la lumière au bout du tunnel, puis c'était l'entraînement pour moi. J'étais comme, ouh! Tu sais, j'ai réalisé quand j'ai commencé à donner des cours dans un gym, que quand je commençais à parler de drogue et tout ça, il y avait des gens qui étaient comme, Oh, c'est wow, bon, what the ça. fuck? Puis j'étais comme, attends, c'est pas tout le monde qui fait ça? Puis là, j'ai commencé à, OK, fait que vous autres, vous vous couchez tôt, prenez des shakes de protéines, vous allez au gym, mais comme, après le restaurant, vous faites pas un peu de GH? Like, vous faites pas d'after party? Like, c'était un autre monde pour Ah moi. oui, complètement. Fait que là, je travaillais dans un bar, je me défonçais, mais je me levais quand même tôt. Je dormais 2-3 heures pour aller donner des cours au gym. Parce que j'étais comme, il y a quelque chose là que j'ai besoin, puis je veux vraiment aller dans cette direction-là. Donc, tu étais attiré naturellement par ça parce que tu avais un mindset de gagnant. Puis de l'autre côté, tu avais des mauvaises habitudes parce que tu connaissais pas d'autre chose qui t'attiraient vers le côté un petit peu plus sombre là, de la consommation puis ces choses-là. On pourrait dire ça. Je voulais bien performer, mais je savais pas comment. J'allais à l'école, mais c'était vraiment pas pour... On est le contraire. Moi, je suis pas capable de m'asseoir puis lire un livre. Fait que j'étais comme, OK. Pendant que tu bouges, ça va bien. Au gym, Exact. là, tu bouges, Au gym, tu dépenses ça de bouge. Je l'énergie, pourrais ça va donner bien. 20 cours back-à-back et aucun problème. Puis le déclic, c'est fait tout entre OK, je vais lâcher le nightlife, puis le côté plus sombre, puis je vais me concentrer juste sur le côté qui me fait du bien, c'est-à-dire le gym, la nutrition, puis faire attention à mon corps. Quand j'ai vraiment fait le déclic, c'est quand j'ai décidé de lancer toute seule. Je donnais des cours gratuitement dans un parc pour faire mon nom. Dès que j'ai ouvert mon premier gym, j'écoutais du Gary Vaynerchuk, puis à un moment donné, il dit « Si tu as un plan B, tu vas jamais réussir ton plan A. » Puis, C'est clair. you know, si, exemple, là, je travaillais au Jack Saloon parce que j'avais besoin de mon 400$ cash par soir pour rouler le gym. Mais éventuellement, j'étais comme, fuck it. Il faut vraiment que je Faut lâche que le gym ça réussisse. pour que j'aille all-in dans le gym. C'est pas normal que je me couche à 5 heures. J'allais dans le gym, je me couchais à 5 heures pour me réveiller à 6 pour donner des cours. Fait qu'éventuellement, j'étais comme, OK, je suis jeune, j'ai assez de confiance en moi. Je vais miser all-in parce que je pourrais toujours retourner travailler dans un bar si jamais ça marche Ouais. pas. Il y Je aura pense toujours de que ce côté-là. c'est correct la phase de transition quand tu te lances soit en investissement immobilier ou n'importe quel projet d'affaires. Au début, ça peut être un side hustle. C'est 100%. correct. Parce qu'il faut continuer à payer l'hypothèque, puis si tu as des enfants, les faire manger, puis toute la quête. Mais il vient un moment où, puis il y a une beau vidéo là, sur le web qui dit Everyone needs a push. En fait, c'est deux push. De De push. push. Puis c'est la maman aigle qui, à un moment donné, elle couvre ses petits bébés, là, puis elle les aime tellement, mais après ça, il y a comme un déclic Vol. dans l'esprit de la maman aigle, c'est qu'elle pousse
en bas du lit, parce qu'un egg n'est pas un egg tant qu'il n'a pas été poussé en Exact. bas du nid. Tant qu'il. Puis à toutes les fois, la nature, je pense, a découvert qu'elle doit quand même avoir un doute qui est normal, qui est humain, sauf qu'à un moment donné, c'est comme inévitable. Là. Je suis d'accord. J'aime ce que tu as dit sur les gens qui écoutent le podcast, quittez pas votre job temps plein pour aller faire des Du jour au lendemain, sans aller plan, peinturer sans- des toiles. Il y a quand même, là, que j'ai pas tout fait ça du ça. jour au lendemain. Mais il y a eu un Éventuellement, moment donné, c'est moi qu'il fallait qu'il. Ouais. Pas je me fasse pousser, mais que je saute. parce que vient un temps où ce que ta job de jour, surtout si tu veux faire de l'investissement immobilier ou n'importe quel projet d'affaires, va venir un temps où ta job, ta sécurité, c'est des menottes dorées. Ouais. Il y a une allégorie de skidoo qui est vraiment bonne. Je sais pas s'il y a des gens qui font du skidoo, là. Mais dans le doute, gaz au bout. Si Ah, je t'arrives l'ai sur un- entendu si t'arrives hier. T'arrives sur un lac, là, puis ça commence à slusher, là, Juste. où tu vois un Ouais. petit peu d'eau à découvert, là. C'est pas le temps de lâcher. Non, là. non. C'est le temps d'écraser. C'est Ouais. hier, dans une émission, j'ai entendu l'humoriste Fabien Cloutier dire ça. Ah ouais? Bon, tu vois ça. Dans le donne doute. bien. Je l'ai écrit. Mais c'est quand tu décides de t'engager sur le lac. Ouais. Donc, dans le fond, c'est un peu pour faire l'allégorie. C'est avant d'arriver au lac, tu as ta job de jour, tu te prépares, tu sais que tu t'en vas vers ça. Puis là, tu as ce lac-là, là, on est au mois de mars. Tu n'es pas sûr là, au centre qu'est-ce qui se passe là. Quand tu décides d'y aller, gaz au bout. Parce que si tu le lâches, le gaz, c'est fini. Puis si tu vois la plaque, tout le monde freine. Faut pas freiner. Encore plus de gaz. Puis ça, les troupeaux de bisons, la nature a tellement de leçons, là, ont compris ça. Les animaux ne sont pas de flairer à tempête. Ils sentent venir, souvent, la plupart des animaux. Les troupeaux de vaches, quand la tempête s'en vient, ils vont se mettre à l'abri puis attendre que ça passe. Les troupeaux de bisons vont regarder de où s'en vient la tempête puis ils vont foncer dedans. Pourquoi? Parce que chaque tempête a un début puis une fin. Puis si tu fonces dans la tempête, ben, elle va finir plus vite. Exact. Puis il est comme dans le monde de l'entrepreneuriat puis du développement personnel, ça sonne cheesy, là, puis c'est galvaudé, dans le fond, c'est qu'on ne devrait pas avoir peur. La peur, fear, c'est false evidence appearing real. Ouais. C'est correct, la peur. D'ailleurs, moi, maintenant, en coaching, je vérifie, je pose la question, ça fait combien de temps tu n'as pas eu peur? Puis si ça fait trop longtemps, c'est parce que tu es trop confortable, tu grandis Faut apprendre plus. à valser avec la peur. Tu sais, toutes Ouais. les peurs qu'on a en tant qu'entrepreneur, qu'on a en tant qu'immopreneur, ben, ils sont légitimes. Puis la seule façon de passer à travers, c'est de les vivre. Et là, pendant qu'on les vit, il faut apprendre à se parler au lieu de s'écouter. Parce que la peur, là, c'est quelque chose qui vient d'en dedans, puis tu n'as pas de contrôle là-dessus. La seule façon que tu peux contrôler ça, c'est en te parlant à toi-même, puis en décidant de l'affronter, puis de passer à travers, un peu comme le troupeau de bison. C'est ça. Un peu comme Christian a dit, quand t'as peur, mais. Mais la Gaz peur, au vent. c'est un Go. signe, c'est un signe d'intelligence, d'un point de vue de l'évolution humaine. Là. Yeah. Quand tu regardes les différents types d'hominidés, il y en a qui ont disparu, il y en a qui ont continué. Néandertal est parti, finalement Homo sapiens, après Homo erectus a émergé. Mais c'est les espèces qui avaient le plus peur. Ouais. C'est les espèces qui avaient le plus peur qui ont survécu. Ben, Georges Saint-Pierre, il dit Il que dit, ben oui. malgré son statut, puis sa renommée, puis son parcours, à chaque fois, il avait peur quand il rentrait Ah, il dans... faisait de l'anxiété, de l'angoisse, de peur, de dire je m'en vais Parce à l'abattoir. Imagine-toi, là, t'es un cerf puis t'as pas peur des loups. Ça marche pas. penses pas- Cette espèce de mammifère-là Ça va dure pas disparaître très longtemps, ouais. rapidement. Donc, le cerf vit dans la peur constante parce qu'il est alerte. Hein, il est alerte de savoir est-ce qu'il y a un prédateur. Il y a une petite branche qui bouge, là. Il prend pas de chance de regarder c'est quoi qui se passe. Mais dans le fond, c'est de transformer notre peur puis de la voir La positivement. catalyser. La catalyser comme étant, dans le fond, une capacité de nous rendre alerte à des dangers. Puis parce qu'on est intelligent, on peut les reconnaître, on peut s'adapter puis mettre en place ensuite pour gérer l'anxiété qui découle de notre peur, des moyens de gérer ça. Tu sais. Bon, toi, tu avais certains moyens. Moi, c'était le vélo de montagne. Nice. Donc, dès que je me sens, j'ai comme de l'anxiété, je vais faire une ride de vélo de montagne. Puis c'est la seule chose qui, pendant la 15-20 minutes que ça dure, que tu descends la montagne super vite, là, tout ton cerveau est obligé d'être concentré Ouais, tu peux sur pas la penser piste. à- Tu peux pas penser. Si C'est tu pas être penses, anxieux Casse en la gueule. montagne. là, sinon tu casses la gueule. T'as comme pas le choix. Ça vient tout overrider. Ton cervelet embarque. Il vient tout contrôler, dans le fond, ta pensée. Puis tu fais juste focusser sur ça. Puis tu arrives en bas, puis comme waouh. J'étais vraiment comme libéré. Chacun a une façon de gérer son C'est anxiété. drôle qu'on parlait de peur parce que, tu sais, moi, j'ai 4 gyms sur la rive sud. Puis là, je veux prendre l'expansion partout au Québec. Puis j'ouvre le premier gym à la rive nord. Mais moi, je suis à 20 minutes de tous mes gyms. Jamais Hmm. quelqu'un rentre pas, là. Ouais. Hey, je peux y aller. Exact. Comme on parlait un peu tantôt avec Christian, ça me fait quand même peur de, OK, là, j'ouvre un gym. C'est comme quand j'ai ouvert mon premier gym. Quelqu'un rentre Tout pas le- dernière minute, il n'y a Exact. pas de plan B. Tout le monde disait, hey, mais Jerry, ouvre pas à Boucherville. Tout le monde vient au Blackburn pour toi. Puis j'étais comme,
fuck you, je vais te montrer que je suis capable de montrer une business sans que ce soit moi qui donne le cours. Mais Ouais. là, j'ai peur d'ouvrir sur la Rive-Nord. Quand on va ouvrir à Québec, je vais avoir peur, mais c'est comme, fonce pareil. Au pire, je me plante, mais j'aime bien mieux me planter. Pourquoi? Parce juste que pas ça le fait faire. partie de ta vision de la meilleure version de toi-même puis de ta business dans X nombre d'années. Et c'est la prochaine étape que tu dois franchir. Exact. Et mon but, c'est de faire bouger le plus de Québécois possible. Bon, Je fait que ça, crois c'est ta dans- mission, comme tu as C'est de raison faire d'être. bouger le plus de Québécois possible. Je trouve Fait- qu'on a une culture, on est zéro en santé, on n'a aucune connaissance en entraînement. Tu sais, on pense que manger des Cheerios, ça baisse le cholestérol. Fait qu'on mange des Cheerios le matin, mais on va dire à des enfants qu'ils ne devraient pas s'entraîner parce que c'est pas bon pour la croissance. Fait que moi, mon but, c'est, oui, avec les gyms, le mettre en forme, mais aussi de faire l'éducation sur les réseaux sociaux, sur quoi manger. Fait que dans le fond, c'est un peu le concept derrière ça se passe entre les deux oreilles, c'est que la peur, le stress, l'anxiété, les croyances peut-être limitantes ou les doutes, ça existe. C'est vrai. Puis l'idée, c'est pas de vivre dans le déni. Même chose avec les émotions. On est des créatures d'émotions. Le concept, ça se passe entre les deux oreilles, c'est de choisir l'histoire que tu te racontes. Ouais. Fait que toi, Jerry, tu as une vision, tu as une mission qui semble être de faire bouger le plus de gens possible, plus de Québécois possible. Puis là, ben, tu arrives à une étape où ce que tu dis, OK, ben là, ça prendrait un autre gym. Et la peur, c'est normal. C'est même souhaitable, ça veut dire que tu es en train de grandir. Absolument. Ouais. Si t'as pas peur d'être un peu comme on l'a dit tantôt, t'es trop dans ton zone de Mais confort. en même temps, là, je ne peux pas m'en empêcher, mais tu as mis en exergue le plus grand défi entrepreneurial. C'est le défi de tous les entrepreneurs, c'est de se dépersonnaliser dans le business, de créer une business qui est capable de perdurer à travers le temps sans que soi-même on est à l'avant-scène. Puis souvent, on n'est pas capable de le faire par ego. Hein. Donc, il faut réussir à mettre notre ego de côté. Puis mettre en place des processus qui vont faire en sorte que la business, elle peut fonctionner même sans notre présence. Puis ça, c'est cette transition-là, on le voit, elle est difficile autant de génération en génération des fermes, par exemple. Exact. On le voit dans des entreprises qui sont très, très personnalisées autour d'une personne. Puis souvent, la personne, elle tombe en amour un peu avec son entreprise. Elle a de la difficulté à accepter que l'entreprise peut aussi fonctionner sans elle. Il y a toutes sortes de choses super intéressantes dans... Je dois avoir une entreprise à distance, puis tu le dis, qui peut fonctionner sans moi, parce que je suis loin. Puis ça, c'est un défi d'entrepreneuriat là, qui est Parce qu'il incroyable. il est rendu à un niveau où il sert une cause qui est plus grande que lui. Absolument, absolument. Absolument. L'image que j'utilise toujours, moi, c'est l'inventeur de l'automobile n'a pas inventé l'automobile pour mettre du gaz. Au départ, quand il a inventé l'automobile, c'était pour le mouvement. Il dit, me semble, cette patente-là, cette machine-là, on va aller du point A au point B plus rapidement, puis c'est moins salissant qu'en cheval. Est-ce que tu as besoin de mettre du gaz dans l'automobile? Bien sûr. Que la business, les investissements immobiliers, tout projet d'affaires, tu as besoin du carburant. Sauf que revenons à la cause en premier, puis tu l'as exprimé, ta cause. C'est de faire bouger le plus de Québécois possible. Absolument. Alors, cette cause-là, elle est plus grande que toi. Puis pour la faire avancer, tu as besoin de leadership. Ouais. Puis le leadership commence par le leadership personnel. Puis ton leadership personnel, comme tu disais, Christian, c'est de devenir dispensable. Oui. Le contraire d'indispensable. C'est dur au début, parce que c'est comme... C'est un processus. Mais j'ai réalisé, surtout dans la dernière année, les meilleures décisions qu'on a prises pour le Blackburn TEDx, c'est même pas moi qui l'ai proposé. C'est ça. C'est dans les meetings staff que, tu sais, on est tellement des fois dans notre tunnel, ça marche comme ça. Puis là, tu arrives des meetings, hey, on a un problème, qu'est-ce qu'on fait? Puis il y a du monde qui propose des affaires. Puis quand on veut être leader, des fois, on parle trop. Mais un bon leader, c'est écouter. C'est important d'écouter les autres puis de faire parler les autres. T'sais, le bon leader, il n'est pas là pour parler beaucoup. Il est là pour parler au bon moment pour que les autres donnent les bons feedbacks puis qu'on arrive à comprendre où est-ce qu'il faut aller. On est à l'épisode 44 là, ce matin et tous les invités, presque sans exception, qui ont passé par ici, ils ont eu un déclic dans leur parcours d'investisseurs ou d'entrepreneurs. C'est quand ils ont réalisé justement ce why-là, cette cause-là. Et souvent, c'est dans le service aux autres. Ouais. Et j'ai découvert dernièrement que Abraham Maslow, la fameuse pyramide hiérarchique des besoins, dans les années 40, au pic de sa carrière, il a publié, si on veut, là, sa première pyramide. Et dans les années 70, avant sa mort, il a rajouté un bloc sur le top de la pyramide, qui est Self-Transcendence, la transcendance de soi.
en bon québécois, c'est servir une cause plus grande que toi. Ouais. Ben, tu as une cause plus grande que toi. Absolument. Puis c'est ça que, là, à un moment donné, là, c'est comme ça que tu vas avoir une business qui va travailler pour toi et non l'inverse. Ça me drive à chaque jour. Ouais. Chaque fois que j'ai peur, je suis comme, hey, Mirabel pourrait faire bouger 3-4 000 personnes puis leur mettre en forme. Puis c'est ça qui est important. Tu as trouvé toi-même ce qui te drivait suffisamment pour les journées où tu as moins d'énergie, les journées où tu es chicané avec ta blonde, les journées où est-ce que tu apprends une mauvaise nouvelle familiale, les journées où est-ce que c'est juste gris, les journées où tu es plus sombre en dedans de toi. Il faut que tu te lèves puis il faut que tu le fasses quand même. Ben, c'est ta mission qui te permet de faire ça. La mission et la discipline aussi. Ouais. C'est un peu comme l'entraînement. Des fois, les gens sont comme je vais trouver un partenaire, je vais aller au gym avec Christian pour se motiver. La motivation, ça ne dure pas pour tous les temps. La discipline va faire en sorte que même quand tu n'es pas motivé, tu vas aller pareil. Puis tu sais, le gym, moi je trouve ça facile, parce que j'y vais 4 fois par semaine. Ça paraît, des beaux pipes. Merci. et souvent... On voit pas la veine à l'écran. Souvent, c'est 10 minutes que ça prend avant que, tu sais, pendant 10 minutes, je fais comme, je prends congé aujourd'hui. Puis là, je fais, ben non, mais j'arrive, je vais être content. Puis quand je finis le gym, puis je retourne dans mon auto, je suis tellement content à chaque fois d'avoir pas choqué. Fait que c'est important, là, ce bout de discipline-là, puis ça dure pas longtemps, là. Tu sais, le temps que, puis Raymond le dit souvent, là, tu sais, Raymond lui met son sac de gym sur le bord de la porte. Puis il dit, j'ai plus besoin d'efforts. Une fois que j'ai starté mon char électrique, les petits déclencheurs. Fait que moi, quand il a dit ça, je vais faire la même chose. Fait que le soir, quand soit je fais ma toilette avant d'aller relaxer avec ma femme ou me coucher, ben je prépare tous mes vêtements de sport. Fait qu'à 5h30 le matin, là, j'ai pas besoin d'allumer les lumières. Je prends les vêtements de sport, je vais dans la salle de bain, je me brosse les dents, ça me réveille, je suis habillé, je traverse un petit bec à ma femme avant de partir, puis c'est ma routine de tous les matins que je vais m'entraîner. Donc, Et chaque fois que tu finis ton training, t'as jamais fini un training et tu dis « Hey, je suis donc même pas fier de moi. » J'aurais pas dû venir. J'aurais pas dû venir. Tu sais, tu prends ta douche froide. Fatigué, grosse journée, épuisé. Quand tu ressors du gym, c'est sûr que t'es fier. Absolument. Moi, quand je vais déposer mon gars à la garderie, comme un matin, je me dis, si je vais déposer mon gars à la garderie, mais je vais pas niaiser dans le 6-7 heures que je l'ai pas. Sinon, je l'aurais gardé. C'est Daddy's gonna go, he's gonna grind. Tu sais, je vais créer quelque chose, je vais te rendre fier. Comme ça, tu sais, je fais tout ce que j'ai besoin de faire et plus. Comme ça, quand je vais le chercher à 3h30, la tête est turn off. Et quand je l'ai, c'est dès que je le drop à la garderie, même je pleure presque à chaque jour parce que je pourrais le garder. Mais vu justement la grosse mission de faire bouger le plus de Québécois, je suis comme OK, je peux faire ça entre 9 et 3h30. Mais de 3h30 à 8h30, là, je suis papa. Fait que, j'enlève le chapeau d'entrepreneur, je mets le chapeau de papa. Puis à 8h30, quand il se couche, on le remet pour une petite heure. Ouais. C'est vrai ce que tu disais, il faut écouter plus. Hein. Puis, en fond, c'est entre les deux oreilles. C'est les deux oreilles aussi. Hein, c'est bien on a tendance à vraiment vouloir tout le temps parler, à part quand on paye pour des cours. Là, on écoute. Mais ça, c'est super important. Et encore là, moi, j'ai donné des cours parce qu'il y a des gens qui parlaient beaucoup trop dans la salle. Hey, quand tu payes pour un cours, puis c'est toi qui donne tout... C'est comme, hey, ta gueule, tu payes pour un cours. Laisse le formateur parler. Mais, tu sais, l'idée là-dedans, c'est que on veut s'entourer, comme entrepreneur, de gens qui sont meilleurs que nous. Donc, si on a réussi ça, parce qu'on n'a pas un ego qui nous en empêche, bien, on veut les écouter, ces gens-là qui sont autour de nous. Puis lorsqu'on réussit à faire ça, c'est là qu'on peut devenir dispensable. Parce que lorsqu'on a mis en place une équipe qui est meilleure que nous, on devient dispensable de facto. Ouais. Hein? Et tout ça, c'est connecté ensemble. Écouter, s'entourer de bonnes personnes qui sont meilleures que nous, mettre notre ego au vestiaire, se rendre dispensable. Puis une fois qu'on a réussi à faire ça... Être patient. Oui, c'est sûr que ça prend de la patience. Être patient, parce que moi, au départ, quand j'ai commencé, puis encore aujourd'hui, des fois, mais là, mon équipe me connaît bien, mais quand j'ai commencé, je n'étais pas suffisamment patient. Puis, ce que j'avais dans la tête, j'avais l'impression que tu le voyais à travers mes yeux. Fait que je donnais des instructions tout croche. Ça revenait, c'était pas 50% de ce que je voulais. Raymond me montrait, elle disait « Hey, contente-toi de 80% de la vision que tu avais. » C'est quand même excellent, 80%. J'avais pas ça à l'école. Fait que c'est très bon, 80%. Mais tu sais, si tu te bornes à vouloir atteindre 100% de la vision de la tâche que tu as demandé soit atteinte, ben là, tes relations avec tes collaborateurs seront pas bons. Puis la personne l'a probablement fait est meilleure que toi. Elle l'a probablement fait beaucoup plus vite que toi, beaucoup mieux que toi. Fait que contente-toi de ça, puis félicite les gens pour ça. Les gens performants sont comme biaisés. Ce qu'on appelle le biais de performance. Puis la patience en particulier, on la conçoit mal. Parce que quand tu y penses, la patience, c'est pas passif. C'est de la force concentrée. Oui.
Parce que ça demande de l'effort d'être patient. Donc, si tu es performant, donne-toi la permission de la travailler, cette patience-là, parce que c'est une performance. Puis quand tu le vois de même, ben, ça change la game. Là. Ben oui, c'est sûr. Ouais. Moi, je vais amener Christian sur un terrain, là, parce que c'est rare qu'on ait un PhD autour de la table. Moi, j'écoute. Puis moi, je dis tout le temps... J'allais parler des incitatifs économiques. de la non, patience. non, Gabin, on va aller un peu philosophique, Christian. C'est que moi, je dis tout le temps, l'être humain ne change pas de comportement juste sur de l'information. Surtout en 2024, l'information existe. Fait que tout le monde aurait un six-pack, tout le monde serait riche, libre financièrement, bon en amour, bon dans Enlève tout. vos incitatifs. Alors, et manifestement, tu es allé à l'école plus longtemps que la moyenne des gens. Qu'est-ce qui est différent entre ce que tu as appris à l'école et ce que tu as appris sur le terrain, en action, en mouvement? Qu'est-ce que tu as appris sur le terrain comme entrepreneur que dans toutes les années que tu as passées à l'école, tu ne l'avais pas appris? C'est une excellente question. La réponse, c'est les émotions. Mm-hmm. C'est les émotions. Parce que, ben surtout en plus, moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'était très... on voit des théories économiques, on fait des calculs. Si tu as, disons, ces intrants-là, tu as tel calcul que tu fais, voici ce que tu devrais avoir comme outcome. Donc, les gens vont choisir ça. Puis en économie, c'est une science de choix. C'est très cerveau gauche. Ben, oui, mais c'est des choix. Puis là, tu as toutes sortes d'économistes. John Nash, il dit non. Vous avez tous vu Beautiful Mind, le film sur John Nash, où lui, là, il est dans un petit bar, puis il y a une révélation tout d'un coup. Il rentre une blonde puis 4 brunettes. Puis c'est Adam Smith, qui était la pensée prédominante à ce moment-là, de l'homo economicus, qui fait toujours des choix rationnels. Donc si chacun des individus, parce on est 4 ici autour de la table, là, il rentre une blonde puis 4 brunettes. Donc là, il dit, si Adam Smith a raison, chacun de nous, on va aller voir la blonde en même temps. On va tous se bloquer, puis la blonde, elle va tous nous rejeter. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Second choix, on va aller voir les brunettes. But nobody wants to be a second choice. Donc, ils vont nous rejeter. Donc, si on met en œuvre l'homo economicus d'Adam Smith, on repart bredouille. Mais si on se coordonne par avance, puis qu'on va tous directement à la place voir les brunettes, on va tous passer une belle soirée. Et là, il y a eu cet éclair de génie-là. Il a écrit une thèse de 47 pages et gagné un prix Nobel. John Nash. Nice. Donc, lui, sa vision de comment on fait des choix, elle est devenue différente. C'est une game d'être humain. Ben, c'est une théorie des jeux, en fait, qu'il a inventé. Oui. Il a inventé la théorie des jeux, qui est une théorie économique. Plus tard, ben, d'autres choses vont émerger, comme par exemple l'économie comportementale, où c'est une alliance entre l'économie et la psychologie, puis on va faire des expériences. Donc là, si par exemple, on dit, voici un verre, c'est un beau verre, ça, des remarqués. Hein? Donc, je te le montre. Mm-hmm. Combien serais-tu prêt à payer pour ce verre-là? Combien? Ça $1? dépend. $2? Ouais. Combien? $1? $1? Parfait. Donc là, on fait ça avec des groupes, on teste. Ensuite, je prends le même verre avec un autre groupe. Je te laisse le toucher. Mm-hmm. Prends-le, s'il te plaît, 2 secondes. Juste lui toucher un peu, regarde-le. Et là, ce qu'on remarque, c'est que plus tu passes du temps avec l'objet, plus sa valeur augmente. Oui. Donc, un endowment effect. Puis il y a l'histoire aussi. Ils ont fait une expérience avec des systèmes qu'on mettait sur eBay. Oui. Des systèmes à 1 piastre, là. Absolument. Et après ça, ils remettaient les mêmes systèmes sur eBay, mais avec une histoire. Absolument. Ça a appartenu à une dame qui est décédée, puis que son mari... Puis là, le prix est quintuplé. L'item à 1 piastre, c'était rendu 5 piastres. Ouais. La boucle avec l'émotion, c'est que tu as beau voir toutes ces théories-là économiques, mais quand tu es dans la vraie vie, puis tu fais des affaires, tu agis avec des humains qui ont tous des émotions. Puis des fois, ces émotions-là sont complètement irrationnelles. Oh, ouais. Hein? C'est comme en amour. C'est comme en amour. Là. Des fois, tu te dis que j'ai raison, mais elle est quand même choquée, ça n'a pas de bon sens. Il n'y a pas d'explication rationnelle. Tu vas voir le thérapeute, puis c'est un j'ai raison, mais t'es encore fâché. Là, peut-être que tu fais du coaching conjugal, puis tu finis par défaire ce nœud-là, mais c'est un nœud qu'il faut que tu masques. C'est pas... Donc, c'est difficile parce que tu arrives avec tous ces outils-là pour voir une situation. Puis des fois, c'est juste cette émotion-là qui vient tout ruiner les prédictions de comment la leçon dans tout ce que tu viens de partager, Christian, c'est que ce soit l'immobilier ou les affaires, c'est une game d'émotion, c'est une game d'être humain. Ben oui, quand on comprend ça, ben on peut avoir beaucoup plus de succès. Ça se passe entre les deux oreilles, c'est ça que c'est. Et voilà. Tu peux avoir tous les calculs PhD au monde pour acheter le bon bloc. Tu peux faire tous les contrats que tu veux, tu peux faire tous les incitatifs que tu veux. Si à la fin, il y a une personne qui est choquée et qui décide qu'il fraude des conventions d'actionnaires, il n'y a rien qui va l'empêcher. C'est ça. Donc, c'est vraiment des émotions. Puis c'est pas rationnel de faire ça. C'est des émotions. C'est une maison que le ROI est clairement pas bonne, mais ta blonde veut absolument l'acheter. Ça se peut que tes émotions disent « OK, chérie, on va l'acheter, même si
tous mes études au PhD m'ont dit C'est pas C'est bon. pas un bon. C'est Steve Siebold qui a été le coach mental de Tiger Woods et de d'autres athlètes. Il disait, c'est logic to steer, c'est la logique pour te diriger, mais l'émotion pour te pousser, pour te propulser. Yeah. Je Oui, pense parce que que les émotions, là, puis autant de négatifs que positifs, c'est combien de drames humains ont lieu à cause des émotions. Ça pousse à faire des choses que tu ne ferais pas normalement. Absolument. Fait que si tu canalises ça dans la bonne direction, puis que tes émotions, comme tantôt tu parlais, tu sais, je vais partir, je vais laisser mon enfant, j'ai goût de pleurer. Tu prends ces émotions-là, tu t'en vas grinder. Tu reviens, tu redeviens un bon papa, mais ça te fait évoluer dans le temps. Mais c'est comme ça qu'il faut à tous les jours penser puis contrôler nos émotions. Canaliser ça en une force positive parce qu'il n'y a rien de plus puissant. En fait, si tu fais tout ce que j'ai fait en économie, il n'y a rien de plus puissant que les émotions. Parce que tu peux même comparer dans l'histoire une armée de mercenaires versus une armée nationale qui se bat pour la bravoure, qui se bat pour la patrie. Qui va gagner? C'est clair que l'armée nationale gagne. Les mercenaires sont en débandade très rapidement. Ils ne restent pas là pour un chèque. Là. Donc les émotions... Ils n'ont pas la cause. Non, et voilà. Puis en amour, on sait les drames en amour et tout ça. Qu'est-ce que l'amour peut nous faire? Donc les émotions, si on canalise bien, ça peut être une force très, très grande. Mais il faut canaliser les émotions. C'est ça. Mais je pense, en tant qu'homme aussi, on parle souvent des émotions, mais on est vraiment, généralement, pas émotionnellement intelligent. C'est récemment qu'on commence à valoriser l'émotion chez l'homme. Moi, c'est tellement vrai ce que tu dis. Il y a 3 ans, puis ma fiancée, justement, la deuxième date avec elle, elle s'est permis d'être vulnérable, à parler d'aller à une thérapie. Moi, je suis allé à la même thérapie, mais moi, c'est à 30 ans, j'ai appris c'est quoi les blessures de l'âme, d'enfance, la blessure d'injustice, la blessure d'abandon. C'est à 31 ans que j'ai vraiment appris personnellement, OK, moi j'ai le 10 sur 10 blessures d'abandon, 8 sur 10 blessures d'injustice. Voici les points négatifs que ça peut amener. Tout ce qui est l'abandon, c'est tout ce qui est consommation. Je ronge encore mes ongles, la cocaïne, la drogue, la femme. Mais voici tous les points positifs. La générosité, c'est pour ça que j'ai amassé presque 700 000 pour les enfants. Mais quand tu peux mettre ton doigt sur exactement c'est quoi tes blessures, puis pourquoi tu agis d'une certaine façon, puis tu peux trouver un ou une partenaire que tu te sens en sécurité quand tu partages ces émotions-là. Pour moi, c'était vraiment là que le déclic de succès il a explosé. Je sais quand j'arrive avec ma femme, j'ai pas besoin c'est large, là, pas juste avoir des gyms. Là, non, succès au niveau du bonheur, au niveau de papa, l'équilibre. chum, ami, everything. Je sais que j'arrive chez ma blonde, j'ai pas besoin d'être le alpha male entrepreneur. Je peux dire, hey, mon amour, aujourd'hui, je fais l'anxieux. J'ai juste besoin que tu me rassures un petit peu parce que la tête tourne. À place de faire mon tough, puis là, agir mal avec elle. Fait que quand les émotions sont plus en place, puis je suggère souvent les hommes, parce que entre boys, on va parler de plein de choses aujourd'hui, entre les deux oreilles pour avoir succès, etc. Mais on ne parlera pas qu'on est triste aujourd'hui. Exact. Puis même si on parle qu'on est triste, ça va toujours bien. Même si on parle qu'on est triste, on n'a pas souvent les outils pour... Et non, tu vas dire, hey, je suis triste, hey, ça va bien aller, mon chum. On se donne un petit câlin. Mais quand j'ai vraiment commencé à faire l'introspection puis mieux comprendre pourquoi j'agis d'une certaine façon, c'est là que faut faire attention avec le « ça va bien aller ». Ça a été bien populaire dans le temps de COVID. Sauf que pas bien si aller. tu t'en vas, mettons tu conduis manuel, là, puis tu t'en vas en auto, puis tu es en train d'avancer, puis tu veux reculer, tu n'auras pas le choix de te mettre au neutre avant de reculer. Sinon, tu vas briser ta transmission, ça ne marche pas. Mais dans la vie, c'est pareil. Faut que tu aies ce moment-là. Il y a un excellent livre là, qui est sorti dernièrement, Neutral Thinking, la pensée neutre. C'est que tu vis une bad luck, une trahison, tu as perdu un gros client, un gros contrat, peu importe l'obstacle, le défi, la bad curve que tu subis, avant de dire que ça va bien aller, prends un temps au neutre pour analyser, pour regarder tes ressources, pour aller chercher ce que tu as de besoin. Parce qu'après ça, là, tu vas pouvoir te mettre soit de reculons, soit sur le drive. Parce que tu ne peux pas passer du R au drive. Il y a une étape entre les deux qu'on oublie souvent. J'aime ça. Messieurs, ça passe tout le temps très vite, nos entrevues, puis l'entrevue tire à sa fin. Comme mot de la fin, envers notre auditoire là, d'investisseurs immobiliers, d'entrepreneurs qui débutent, basé sur votre histoire, là, sur votre parcours, sur ce que vous avez vécu dans les dernières années, quelles leçons vous aimeriez partager
comme inspiration à notre gang, là, à notre auditoire? Ça, on commence par toi. Je dirais go to the gym. Ça sert à rien d'être riche puis crever à 65 ans. Fait que continuez. Moi, je ne donnerais pas de conseils sur investir dans ta immobilier, santé. Puis... Mais on vit dans un monde que la technologie va nous permettre de vivre en santé jusqu'à 100, 120 ans. Mais le numéro 1 chose, je n'irai pas dans tous les détails, mais la masse musculaire, c'est la seule chose prouvée scientifiquement qui prevents dementia, Alzheimer's, toutes les maladies mentaux, surtout chez les femmes. Donc, même si tu n'aimes pas aller au gym, trouve quelque chose qui va faire en sorte que tu peux maintenir une masse musculaire. On ne parle pas d'Arnold Schwarzenegger, mais l'entraînement de base, 3-4 fois par semaine, trouve du temps. Parce que... Puis Raymond dit souvent, tu sais, tout est à base d'énergie. Si tu n'as pas l'énergie d'être en santé et vigoureux, ben tu n'auras rien. Là. Tu sais, qu'est-ce que tu vas pouvoir accomplir dans ta vie? Tu sais, même si tes buts te semblent très, très, très faciles à atteindre, très bas, ben ça te prend quand même un niveau d'énergie pour y arriver. Ça te prend un niveau d'énergie pour aimer ta femme. Ça te prend un niveau d'énergie pour élever tes enfants. Ça te prend un niveau d'énergie juste pour aller en vacances, pour aller travailler. Donc, plus ce niveau d'énergie-là va être élevé, plus que toutes ces tâches-là à accomplir pour s'épanouir vont être faciles à faire. C'est cliché, mais un esprit sain dans un corps sain. Ouais. Comme mot de la fin, Christian? Bien, on a parlé beaucoup d'émotions. Ouais. Hein, mais une façon de gérer nos émotions en immobilier ou en affaires, c'est aussi d'avoir des bons outils. Souvent, on fait l'allégorie entre le chirurgien. Là, il a besoin d'avoir des connaissances. Hein, et des bons outils. Parce que on ne peut pas juste apprendre sur le tas à être chirurgien. Il faut faire des formations. Ouais. Puis tu as besoin d'avoir les bons outils, des bons scalpels, les bonnes choses. Donc, en ayant ça, on vient gérer aussi notre anxiété, notre stress, etc. Ouais. Donc, une façon de bien gérer ça, je pense, c'est de s'outiller. Puis, dans le fond, nous, à l'Académie des Mordus, on est là pour offrir des outils aux gens, justement, qui veulent s'outiller pour ce qui s'en vient. C'est vrai, tu sais, on a parlé aussi des émotions, on a parlé des peurs tantôt, mais qu'est-ce qui fait que la peur va se dissiper? Les connaissances. Absolument. Tu sais, si tu as certaines connaissances, tu vas avoir moins peur de faire le saut puis d'avancer. Donc, quelqu'un qui voudrait faire son premier investissement immobilier, ben oui, il y a une certaine peur de dire « Hey, je suis capable? Je vais-tu être capable? Je vais-tu réussir? » Mais si tu veux réussir, forme-toi. Si tu te formes, tu vas... C'est tellement la même chose au gym. Yeah. Quand tu vas au gym, si tu es bien accompagné, tu vas bien faire les choses. Tu fais bien les choses, tu vas avoir des résultats, puis ça va être de plus en plus facile de le faire. C'est comme quand tu as peur du tonnerre, parce que tu sais pas quand les connaissances nous permettent de ne plus avoir peur du tonnerre. C'est important. Ouais. Merci, messieurs. Merci. Un gros merci. Ça a été vraiment enrichissant, cette conversation-là. C'était une belle, celle-là. Ouais. Les Mordus, on se revoit la semaine prochaine, même poste, même heure.